Comme annoncé, je vous retrouve pour partager avec vous l'intégralité de l'interview que le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a accordé à la télévision nationale. Le professeur Alpha Condé a été interviewé par Khalisek. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre les programmes de la télévision nationale. La télévision nationale qui a aujourd'hui l'insigne honneur de s'entretenir avec le président de la République de Guinée. Professeur Alpha Condé, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, merci pour cet honneur que vous nous faites en nous accordant cette interview. Je rappelle que vous êtes à Dakar dans le cadre du sommet de la CEDEAO, sommet à l'issue duquel d'importantes mesures ont été prises. Parmi ces mesures, le TEC, tarif extérieur commun, et la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'aller vers une monnaie unique en 2020. Quel enseignement tirez-vous de ces deux principales conclusions? Je pense que le sommet de Dakar a été un très grand sommet. Il faut féliciter le président Macky Sall et le peuple sénégalais pour vraiment l'accueil et l'organisation de ce sommet. Vous savez, tous ces temps-ci, on a été pris par les conflits, le problème du Mali, de la Guinée-Bissau, etc. Et l'important de ce sommet, c'est qu'on s'est penché sur les problèmes essentiels qui concernent la vie de nos populations. Et 3 points essentiels, l'APE, le TEC et la monnaie unique. Vous savez qu'il y a plus de 10 ans que nous sommes en négociation, les pays des ACP avec l'Union européenne, en ce qui concerne l'ouverture de nos frontières. Et c'est extrêmement important parce que, comme a dit le président Ibeka, je m'excuse, bon, vous savez, c'est mon petit frère, on est très habitué, il a cité un article de le registre d'Hébreux qui disait que les hommes libres ont besoin d'esclaves. Il a dit que nous ne voulons pas être les esclaves des hommes libres demain. Donc, il est très important que nous assurons l'industrialisation de l'Afrique. Parce que nous ne souhaitons pas que l'Afrique soit condamnée à être seulement exploitateur de matières premières. Or, les accords que nous allons signer, c'est très important. Soit nous obtenons satisfaction pour que l'Afrique puisse être industrialisée, soit nous continuons à être des pourvoyeurs de matières premières. Or, notre volonté est d'industrialiser l'Afrique. C'est pourquoi nous avons donné des directives à la commission qui négocie, mais nous avons fixé une ligne rouge que nous ne pouvons pas dépasser. Donc, il est extrêmement important que nous collaborons avec l'Union européenne, que nous renforçons nos relations, mais ça doit être un partenaire gagnant-gagnant qui permet de sauver nos industries naissantes et de réaliser effectivement l'industrialisation de l'Afrique. Deuxième problème extrêmement important, parce que les deux autres points, c'est très important pour l'intégration. Le tarif extérieur commun, vous savez, on a un problème. Les pays de l'UMOA, c'est-à-dire la zone franc, c'est 1,5 et la CEDEAO, c'est 0,5. Donc il y a 8 pays, je pense, l'Union, enfin le franc CFA, qui payent 1,5, dont 0,5 pour la CEDEAO. Et il s'agissait d'aligner tout le monde. Mais pour le moment, nous nous sommes donné 5 ans pour il faut que chacun de nous, pour les nécessités de l'intégration, accepte un certain nombre de sacrifices, parce qu'évidemment, tous les pays ne sont pas dans la même situation, mais chacun de nous doit accepter un minimum de sacrifices au profit de l'intégration. Là aussi, nous nous sommes donné 5 ans pour arriver, je crois, à une position commune. Et le troisième point, nous avons actuellement une zone monétaire qui est l'UMOA, et ensuite 7 pays qui devaient former la zone Zimao. Mais là aussi, nous avons pris beaucoup de retard. C'est qu'il est évident que nous souhaitons une monnaie de la CEDEAO. Moi, en tant qu'ancien président de la France et panafricaniste, je vais plus loin, je souhaite une monnaie africaine. Et donc là aussi, nous avons discuté et nous avons donné un délai aux pays qui doivent faire la ZIMAO, c'est-à-dire la deuxième zone monétaire, 5 ans, et nous nous donnons jusqu'à 2020 pour créer une monnaie unique de la CEDEAO. Monsieur le Président, par rapport à cette monnaie unique à laquelle vous faites allusion, ne pensez-vous pas que les politiques sont un peu en retard par rapport aux travaux techniques qui ont été déjà bouclés? Bon, c'est un peu difficile de le dire parce que, évidemment, vous savez, il y a une question, chaque État défend ses intérêts et très souvent, nous n'avons pas toujours d'esprit panafricaniste. Vous savez, moi je dis toujours que la France et l'Allemagne ont connu 3 guerres en un siècle, 1870, 1914 et 1940. Pourtant aujourd'hui, ils sont dans une union monétaire
Et nos pays sont des pays qui avaient subi la colonisation, qui n'ont jamais fait de guerre entre nous. Donc la nécessité d'intégration est plus forte que chez nous. Mais vous savez, les questions économiques sont liées aussi aux questions politiques. Mais je ne peux pas dire que, par exemple, sur le problème de l'APE, que les techniques sont en retard, parce que c'est nous quand même qui fixons les règles en fonction de l'intérêt de nos peuples. Mais c'est vrai que les politiques ont tardé, parce que techniquement, les problèmes réels étaient résolus depuis longtemps. En tout cas, ils étaient posés, des solutions trouvées. Mais pour un certain nombre de raisons, les politiques n'ont pas avancé. Sur ce point-là, vous avez raison. Les politiques sont en retard par rapport aux techniques en ce qui concerne le tarif extérieur commun et la monnaie unique, mais pas en ce qui concerne les relations avec l'Union européenne. Mais pour les deux autres points-là, c'est vrai que nous aurions pu aller beaucoup plus vite parce que les techniciens avaient fait déjà leur travail. Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous allons un peu aborder la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Guinée. Comment se porte l'axe Dakar-Conakry? Bon, je crois que, vous savez, l'axe Dakar-Conakry est très important d'abord pour la paix dans la sous-région et la stabilité. Ensuite, nous sommes très complémentaires et nous avons dit que l'axe Dakar-Conakry doit être le point d'ancrage de la stabilité et du développement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous savez, moi, je me sens un peu sénégalais. Je connais tous les hommes politiques sénégalais. Et quand j'étais en prison, j'ai obtenu le soutien de tout le monde en Afrique, mais le plus grand soutien que j'ai obtenu, c'est au Sénégal. Et tous les hommes politiques, opposition et mouvance présidentielle confondus m'ont soutenu. Et surtout le peuple sénégalais m'a beaucoup soutenu. Et je pense donc que l'axe est extrêmement important et les relations avec mon jeune frère Macky Sall sont excellentes. Et nous avons l'intention de renforcer sérieusement cette coopération. Bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, des élections législatives viennent de se dérouler en Guinée, élections remportées par la coalition que dirige votre parti, le RPG, avec 60 des 114 députés que compte l'Assemblée nationale guinéenne. Alors, des élections également contestées par une bonne frange de l'opposition. Alors, quel commentaire avez-vous par rapport à cette nouvelle donne? Vous savez, moi, je suis beaucoup la situation au Sénégal. Chaque fois que le président Diouf gagnait, Wade disait qu'il fallait annuler les élections et que c'est lui qui avait gagné. Bon, les élections n'ont jamais été annulées. Bon, moi, je constate que les gouvernements qui organisent les élections en Afrique ont le plus souvent les 2/3 des sièges. Je pense que cette année, il y a eu plusieurs élections organisées dans les pays francophones. Regardez les résultats. Si moi je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie, pendant ce temps, ceux qui crient aujourd'hui, c'est eux qui dirigeaient le pays, sont tous des anciens premiers ministres. Et on sait comment les élections étaient organisées. Si je voulais vraiment faire comme eux, j'aurais eu les 2/3 des élections. Bon, je ne suis pas concerné par les élections législatives. Moi, je fais confiance aux institutions de la République. C'est pourquoi j'ai dit au parti RPG, faites vos recours, ne faites pas de bruit, faites vos recours et faites confiance à la justice. Mais j'ai prévenu tout le monde aussi, personne ne peut plus prendre la Guinée en otage. Vous savez, nous avons réussi en moins de 2 ans à obtenir des PPTE, à faire baisser l'inflation de moitié, à redresser un pays qui était à terre. Des gens ont occupé la rue pour déstabiliser le pays, empêcher les investisseurs parce que l'argent a peur du bruit. Mais maintenant, le débat doit être au Parlement. Et j'ai dit aussi que désormais, nous respecterons les droits, mais l'autorité de l'État va s'exercer. Parce que les Guinéens ont un peu oublié ce qu'est un État, ce qu'est l'autorité de l'État. Désormais, l'État va à la fois respecter les libertés et les droits des citoyens, mais aussi empêcher qu'ils soient portés atteinte à la tranquillité, à la vie ou au bien des citoyens. Il est exact de dire que la tension reste toujours vive en Guinée et que le climat est toujours tendu. Vous savez, ce qui est surprenant, il y a beaucoup de pays voisins où il n'y a plus d'insécurité qu'en Guinée. On dit aux gens ne venez pas en Guinée. Je me rappelle quand le président, je ne vais pas citer, un Guinéen est venu en Guinée, m'a dit, mais Alpha, entre ce qu'on dit dehors et ce qu'on dit ici, c'est le jour et la nuit. Vous savez, on parle de manifestations, mais les manifestations ont essentiellement lieu dans une seule commune et dans 2 quartiers. Et sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de manifestation. Et dans toute la ville de Conakry, il n'y a que 2 quartiers. Mais vous savez, le gouvernement ne s'est pas intéressé à la bataille de la communication.
Et nous avons négligé, et la bataille de la communication fait que tout ce que le gouvernement fait est occulté et on privilégie. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en l'avenir de la Guinée. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé des décennies dans l'opposition. Maintenant que vous êtes au pouvoir, je rappelle, depuis 2010, quels sont les axes majeurs et les réalisations concrètes que vous avez eu à faire pour sortir la Guinée de la catégorie des pays dits sous-développés? Vous savez, avant de prêter serment, j'ai demandé au Fonds monétaire d'envoyer une mission pour faire l'état des lieux. J'ai été ahuri du résultat. C'est pourquoi j'ai dit que j'héritais d'un pays, pas d'un État. Si la Guinée était sous sanction, et si je prends par exemple l'année 2009, nous avons sorti plus d'argent du Trésor. Le Trésor a sorti plus d'argent à la Banque centrale que la Guinée pendant 50 ans. Les contrats de gré à gré, c'était des milliers, des milliards. Heureusement que nous avons fait venir la Cour des comptes. Nous avons d'abord réussi ce que les autres n'ont pas réussi pendant 12 ans, c'est-à-dire obtenir le PPTE. Vous savez, on dit que le président Ouad a beaucoup endetté le Sénégal, mais on voit les résultats, on voit l'autoroute, on voit les échanges, vous allez bientôt avoir l'aéroport. Nous, on s'est endetté, mais il n'y a rien. On a fait des routes à 2 voies dans un pays où il pleut beaucoup. Au bout de 2 ans, les routes sont foutues. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc, et nous sommes venus dans un pays où c'est la planche à billets. Aujourd'hui, nous avons obtenu le PPTE en moins de 2 ans. Nous avons fait la réforme de l'armée, ce qui était important parce que l'armée et la justice, c'était le grand problème de la Guinée. Nous avons pu mettre quand même 4000 militaires à la retraite. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est fier de l'armée. L'armée est républicaine. La preuve, lorsqu'il y a eu les événements à Zéro-Corée, la population s'est réfugiée au camp. J'ai posé la question publiquement à la population. Est-ce qu'il y a 3 ans, vous serez réfugiés au camp? Jamais. Aujourd'hui, le peuple a confiance en l'armée. Et nous allons aussi nous atteler à la réforme de la justice et aussi au recensement de la fonction publique. L'agriculture guinéenne était abandonnée alors que la Guinée peut être un pays exportateur. Depuis 2 ans, nous avons mené une politique agricole qui fait qu'aujourd'hui, le riz de 50 kg de riz qui coûtait 300 000 francs coûte aujourd'hui 180 000 et les paysans aujourd'hui ne viennent plus acheter le riz importé. Et évidemment, il reste beaucoup à faire, particulièrement au niveau des infrastructures, au niveau de l'eau, de l'électricité, de l'emploi jeune, etc. et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ça aussi, nous allons y atteler. Maintenant qu'on a tourné la pente des élections, et désormais le débat doit se passer au Parlement et non plus dans la rue, et nous allons nous atteler maintenant à améliorer les conditions de vie des populations. Sur le plan macroéconomique, évidemment, tout le monde reconnaît le succès de la Guinée. Sur le plan des réformes essentielles, oui, mais en ce qui concerne les conditions de vie des populations, ça ne s'est pas encore beaucoup amélioré. Donc c'est ça notre tâche fondamentale et les infrastructures. Monsieur le Président, une toute dernière question. Reparlons un peu de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cela en début d'interview. Mais à quand la stabilité dans la sous-région ouest africaine? Pour qu'il y ait la stabilité, il faut qu'il y ait moins de pauvreté. Et toute la cause d'instabilité, de l'islamisme, du terrorisme, c'est la pauvreté. Et si nous nous concentrons à résoudre les problèmes des populations et à faire en sorte que les gens soient moins pauvres, il y aura la stabilité. Évidemment, pour le moment, parce que, vous savez, j'ai donné un exemple un jour, je suis passé à l'Île Rouge avec Kouchner, une émission de TV5. J'ai dit par exemple, si vous dites à Kouchner, faites-vous sauter, vous aurez les plus belles femmes au paradis, les plus beaux ceci, il va rigoler. Mais si vous dites au jeune arabe palestinien de 10 ans qui vit dans la misère, vous dites faites-toi sauter, au paradis tu vas voir ça, il va te faire sauter. Mais si vous avez les belles femmes ici, vous avez une belle maison, pourquoi vous allez vous faire sauter? Donc, mais le problème malien quand même reste entier parce que le président malien nous a expliqué hier la situation à Kidal. Nous allons nous y pencher. En ce qui concerne la Guinée, nous allons commencer la formation d'un bataillon au mois d'octobre là, de 850 personnes qui doit aller au Mali parce qu'il est très important les liens avec le peuple malien et nous devons contribuer. Nos forces militaires doivent contribuer à la stabilisation de la situation au Mali. En Guinée-Bissau, dont je suis le médiateur, les choses évoluent bien parce qu'il y a un gouvernement aujourd'hui, un gouvernement inclusif et nous sommes d'accord sur la date des élections et la CEDEAO a décidé de se mobiliser
pour combler le gap qui manquait. Donc, je crois qu'il manquait 22 millions. Hier, nous sommes presque arrivés autour des tables à ces 22 millions. Donc, nous pensons que bientôt il y aura des élections en Guinée-Bissau et que la page sera tournée. Mais le Mali, il y a encore le problème de Kidal, et le problème des extrémistes qui restent. Donc, il faut que l'Afrique se mobilise davantage. Nous sommes très reconnaissants à la France qui nous a sauvés en intervenant. Mais c'est une honte pour nous qu'après 5 ans d'indépendance, on napolise la France d'intervenir. Bon, mais je pense que ça nous amène à prendre conscience qu'il faut que réellement nous prenions notre sécurité en main. Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, au nom de la télévision nationale et de la RTS, je vous remercie infiniment. Merci pour cet honneur que vous nous faites malgré votre agenda particulièrement chargé. Merci beaucoup et bon courage et bonne chance.